Recueil de contes populaires slaves, traduit par Louis Léger. La mauvaise femme, conte russe. Il y avait une fois une mauvaise femme. Elle vivait mal avec son mari, elle ne l'écoutait en rien. S'il lui disait de se lever plus tôt, elle restait 3 jours de suite au lit. S'il la priait de cuire des crêpes, elle lui criait « Drôle, tu ne mérites pas de crêpes !»« N'en fais pas alors, puisque je n'en mérite pas !» Aussitôt, elle faisait 2 seaux entiers de pâtes et en gavait son mari. « Mange, misérable, mange! Il faut que tout soit mangé !» Il ne faisait que se disputer avec elle. Un jour, fatigué, il s'en alla dans le bois chercher des fraises. Il arriva près d'un cassissier. Sous ce cassissier, il aperçut une fosse sans fond. Il regarda et réfléchit. À quoi bon vivre avec une mauvaise femme et passer ma vie entière à me disputer? Puisque je ne puis faire son éducation, envoyons-la dans ce trou-là. Il retourne à la maison. « Ne va pas, ma femme, chercher des fraises dans la forêt. J'irai tout de suite. J'ai trouvé un pied de cassissier, n'y cueille point de cassis. Je cueillerai tout, je n'en laisserai pas un grain pour toi. » Le mari s'en va dans le bois, sa femme le suit. Ils arrivent au cassissier. La femme y court et crie à son mari. « N'approche pas, voleur, je te tuerai !» Elle s'avance. Patatras! La voilà tombée dans l'abîme sans fond. Le mari retourna chez lui. Il passa 3 jours sans sa femme. Le 4e, il vint voir ce qu'elle était devenue. Il prit une longue corde, la laissa tomber dans le trou et la retira. Que voit-il ? Un diablotin qui s'était attaché à la corde. Il eut peur. Il aurait bien voulu rejeter le diablotin dans le trou. Mais l'esprit impur cria d'une voix lamentable. « Brave homme, ne me rejette pas dans le trou. Fais-moi arriver sur terre. Nous avons reçu la visite d'une méchante femme. Elle nous mord, elle nous pince. C'est à dégoûter de la vie. Je te paierai bien. » Le paysan eut pitié de lui et le tira dehors. « Paysan, lui dit le diablotin, viens avec moi dans la ville de Vologda. Je rendrai les gens malades, et toi, tu les guériras. » Et le diablotin se mit à tourmenter les femmes et les filles des marchands. Elles devinrent folles et malades. Le paysan se donnait pour médecin. Partout où on l'appelait, à peine avait-il mis les pieds sur le seuil, l'esprit impur déguerpissait. Les malades étaient guéris. Le chagrin se changeait en une joie universelle. Le paysan était au comble du bonheur. On lui donnait de l'argent, on le nourrissait de petits pâtés. Un jour, le diablotin dit « J'en ai assez de toi, paysan. Je vais aller chez la fille d'un Richard. Fais attention de ne pas la guérir. Je t'avalerai. » La jeune fille tomba en effet malade. Elle fut prise d'une telle folie qu'on ne pouvait pas même l'aborder. Ses domestiques se jetèrent sur le paysan, l'empoignèrent et le firent entrer de force dans la maison. « Guéris-la !» criait-il. « Sinon, on te fera mourir. » Que faire ? Le paysan résolut d'avoir recours à la ruse. Il ordonna à tous les cochers, les palefreniers, de courir par la rue devant la maison, en faisant claquer leurs fouets et en criant de toute leur force « La méchante femme est arrivée! La méchante femme est arrivée !» Et il monta dans la maison. Dès qu'il l'eut aperçu, le diablotin entra en fureur et s'écria « Que veux-tu, drôle ? Attends un peu, je vais m'en prendre à toi. »« Comment ? » répliqua le paysan. « Je suis venu pour t'avertir que la méchante femme est revenue. » Le diable saute à la fenêtre, il s'essuie les yeux, il tend l'oreille. Dans la rue, on crie à pleine voix « La méchante femme est venue! La méchante femme est venue !» Mon bon ami, où me cacher ? Retourne dans ton trou. Elle ne s'y montrera plus. Le diable s'y précipite, on n'entendit plus parler de lui. Quant à la jeune fille, elle guérit, s'en alla danser et chanter des chansons. Son père, en récompense, donna au paysan la moitié de son bien. Et la méchante femme, elle est toujours dans le trou. La fille du doge. Conte d'Almate. Dans un des nombreux châteaux qui s'élevaient naguère sur le littoral de l'Adriatique, vivait la fille d'un doge de Venise.
Elle avait eu pour marraine une villa des montagnes, une fée, qui l'avait comblée des dons les plus précieux. Elle l'avait dotée d'une beauté merveilleuse, elle lui avait promis qu'elle aurait en mariage le plus beau et le plus noble de tous les hommes. La Dogaresse, de son côté, avait fait tout son possible pour que sa fille n'oubliât jamais cette prédiction. Elle avait mis dans la chambre de Zora, ainsi s'appelait la jeune personne, 2 pinsons en cage et les avait dressés à répéter une petite chanson qui comparait Zora au soleil, à la lune, à tous les astres possibles, et déclarait qu'elle devait choisir un mari aussi beau parmi les hommes qu'elle l'était elle-même parmi les femmes. En effet, à l'âge de 18 ans, Zora était bien la plus admirable et la plus spirituelle de toutes les créatures. Son père lui donnait en dot d'immenses trésors d'or et d'argent, plus les 2 îles de Chypre et de Rhodes, avec leurs ports, leurs forteresses, leurs magasins remplis de marchandises, leurs innombrables vaisseaux. Assurément, Zora ne devait pas manquer de prétendants. Ils ne tardèrent point à arriver en foule. Le premier qui se présenta fut un fils d'empereur. Il venait du côté de Stamboul. Il était beau comme une statue qui sort des mains du sculpteur. C'était d'ailleurs un héros renommé, qui dans 100 batailles avait défait les Turcs, ces grands ennemis de la chrétienté. Il apportait au doge et à la Dogaresse des présents magnifiques en or massif, en pierreries. Il déposa aux pieds de Zora des perles d'une grosseur inouïe. Il les avait naguère arrachées au turban d'un sultan d'Arabie qu'il avait tué dans un duel. Certes, toute demoiselle se fût estimée heureuse de devenir la femme d'un tel époux. Mais Zora jeta à peine sur lui un coup d'œil dédaigneux. Elle ne l'estima même point digne d'être traitée avec courtoisie. Elle lui fit dire par une de ses servantes de vouloir bien se retirer, qu'elle n'entendait point épouser un personnage si laid et si insignifiant. Après avoir repoussé ce noble prétendant, elle courut dans la forêt, se mit à sangloter et appela la Villa, sa marraine. « Que veux-tu, ma filleule ?» demanda la Villa, qui apparut tout à coup, portant un voile brodé d'or et rempli de roses blanches. « Qu'as-tu, mon petit cœur, à gémir ainsi ? » ?»« Ce que j'ai, ce que je veux, tu me le demandes ? Comment ? Ne m'avais-tu pas promis pour époux le plus beau et le plus noble prince de la terre ? Et maintenant que le moment de me marier est venu, tu m'envoies de Stamboul, je ne sais quel fils d'empereur, un soldat stupide, un batailleur grossier, qui se vante d'avoir tué des 100 et des 1000, qui n'a à offrir à mes parents que de l'or et des pierreries, les choses les plus communes du monde, et ose m'offrir à moi des perles enlevées au turban d'un sultan qu'il a tué lui-même. Si du moins il était beau. Mais non. Il a un nez arrondi et pointu comme un quartier de lune. Je frissonne à l'idée qu'un monstre aussi laid pourrait être mon époux. Est-ce ainsi que tu tiens ta parole ? Sans doute, ma chère filleule. Le fils de l'empereur de Stamboul est réellement le plus beau et le plus noble des hommes. Enfin, s'il ne te plaît pas, renvoie-le. Je n'ai pas attendu ton conseil, interrompit Zora. Je savais ce que j'avais à faire avec cet importun. J'ai bien su lui montrer la porte. Qu'il soit fait comme il te plaira, reprit la Villa en croisant les bras. Mes intentions étaient bonnes. Je n'ai pas trouvé, paraît-il, ce que tu désirais. Prends patience, je tâcherai de t'envoyer un autre soupirant. Je regrette seulement ces roses blanches que j'avais déjà préparées pour ta couronne nuptiale et qui vont se flétrir. Qu'importe, répartit Zora. Je ne suis pas si pressée, et j'attendrai plutôt 10 années que d'épouser ce soudard avec son nez crochu. Elle s'en alla, et la Villa disparut dans les profondeurs de la forêt. Quand la jeune fille revint au château, elle apprit que le fils de l'empereur était déjà reparti. Mais comme il ne voulait pas être venu pour rien, il s'était fiancé à l'instant même avec la servante qui avait été chargée de lui signifier son congé, et il était retourné à Stamboul. Peu de temps après, un autre prétendant se présenta au château. C'était le fils d'un roi de Karamani. Il était beau, élégant. Un peintre n'eût pu tracer figure plus intéressante. C'était en outre un savant et un poète renommé. Il apportait aux parents des présents magnifiques en argent massif.
Il déposa aux pieds de la belle Zora une couronne de laurier qui lui avait naguère été décernée dans un grand concours de poésie. Zora lui jeta à peine un regard dédaigneux, lui tourna le dos et lui fit dire par une servante de s'en aller à l'instant. Il était inutile qu'il se présentât devant ses parents. Jamais elle n'accepterait, pour époux, un pareil monstre. Après ce congé bien signifié, elle fondit en larmes, courut dans le bois et appela la villa. « Qu'as-tu, ma chère filleule » lui cria sa marraine. Et elle apparut à ses yeux portant un voile brodé d'argent plein de roses rouges. « Pourquoi pleures-tu »« Pourquoi je pleure ? Tu m'as d'abord envoyé un soldat avec un nez crochu comme un quartier de lune, et maintenant, malheureuse, qui m'envoies-tu pour le remplacer ? Un pédant ? Un rimailleur qui ne connaît rien que ses livres, qui n'a que de l'argent à offrir à mes parents, et pour moi qu'un brin de laurier dont on assaisonne les ragoûts. Et son visage ? Il a non seulement le nez crochu, mais aussi la barbe pointue comme une pioche. Moi, être la femme d'un pareil monstre ? Est-ce ainsi que tu tiens ta parole ? Sans doute, mon enfant, répondit la villa. Le fils du roi de Caramanie est actuellement le plus beau et le plus galant cavalier de la terre. J'ai tenu ma parole. Au reste, s'il ne te plaît pas, tu peux le renvoyer. C'est ce que j'ai déjà fait. Fort bien. Il ne faut pas forcer ton inclination. Je t'en enverrai un autre qui, sans doute, trouvera grâce auprès de toi. Je regrette seulement ces belles roses que j'avais cueillies pour ta couronne nuptiale et qui maintenant vont se flétrir. Qu'importe, s'écria Zora. Plutôt que d'épouser un pareil pédant, j'aimerais mieux rester encore 20 ans fille. Elle dit, et s'en alla. La villa disparut dans les profondeurs de la forêt. Quand Zora revint au château, elle apprit que le fils du roi de Caramanie était déjà reparti. Pas seul, cependant. Dans son dépit de se voir ainsi repoussé, il avait épousé, à l'instant même, la servante qui avait été chargée de lui signifier son congé et l'avait emporté sur son cheval noir. La beauté, la puissance attirent toujours des prétendants. Un nouveau ne tarda pas à se présenter. C'était le fils d'un prince de Milan. Il était assez beau garçon et fort agréable. Il avait pendant de longues années voyagé sur terre et sur mer, visité les cours des souverains. Il racontait ses voyages de la façon la plus intéressante. Il était l'orgueil de sa principauté et on l'estimait chez les rois. Il apportait au doge et à la dogaresse des présents en ivoire et en ébène, et à leur fille un perroquet d'une beauté merveilleuse qu'il avait pris peu de temps auparavant dans une forêt de l'Orient. Mais la fille du doge, dès qu'elle l'aperçut par la fenêtre, ne voulut même pas le regarder. Elle ferma la fenêtre aussi violemment que les carreaux éclatèrent. Elle lui fit dire de s'en aller immédiatement. S'il avait pris la peine de se regarder dans un miroir, il devait comprendre qu'il n'était point digne d'épouser une pareille beauté. Là-dessus, Zora courut de nouveau dans le bois en poussant des cris de rage. La villa apparut. Elle tenait dans la main une corbeille pleine de bluets. « Que me veut encore ma filleule » demanda-t-elle. « Ce que je veux ? Tu moques-tu donc de moi pour m'envoyer une espèce de vagabond ? Je ne veux parler ni de son nez, ni de sa barbe. Mais il a 2 dents qu'on ne saurait comparer qu'aux défenses d'un sanglier. Il n'est que fils de prince. Il n'est bon qu'à raconter des voyages en des pays où jamais honnête homme n'a mis les pieds. Il n'a rien à offrir à mes parents que des morceaux d'os et de bois noirci. Et à moi, qu'il m'apporte un perroquet, comme si je tenais une ménagerie. Est-ce ainsi que tu accomplis ta promesse ? Sans doute, reprit la villa. Le prince de Milan est aujourd'hui le plus beau et le plus galant cavalier qu'il y ait dans le monde. C'est moi qui lui ai inspiré de l'inclination pour toi, et j'ai bien rempli ma promesse. Je n'ai même pas songé un instant à te punir de ta coquetterie. Je sais que tu as 2 oiseaux qui te chantent chaque jour que tu es plus belle que moi. C'est pourtant moi qui t'ai fait don de ta beauté. Du reste, si ce prétendant ne te plaît pas, tu n'es pas forcé de l'accepter. Je voudrais bien voir qui pourrait m'y forcer. Personne, reprit la villa. J'ai fait ce que j'ai pu pour ton bonheur. Il dépend avant tout de toi. Tu es absolument libre.
Je ne t'oublierai pas dès que je pourrai t'envoyer des prétendants. En attendant, je regrette ces pauvres fleurs que j'avais cueillies pour toi et que je me vois forcée de jeter maintenant. Jette-les. J'aimerais mieux ne jamais me marier que d'épouser un monstre comme ceux que tu m'envoies l'un après l'autre. Je te prie, une fois pour toutes, de vouloir bien ne plus t'occuper de moi. Ma beauté me suffit, tu me l'as donnée, tu ne peux pas la reprendre. Je saurais bien sans toi trouver l'époux qu'il me faut. Comme elle disait ces mots, on entendit dans la forêt des voix mystérieuses qui répétaient « Cheveux blancs, cheveux blancs ». Ces voix accompagnèrent Zora jusqu'à la porte du château paternel. Là, on lui apprit que le prince de Milan était parti, et qu'avant de s'en aller, il s'était fiancé à la servante qui avait été chargée de lui signifier son congé. Des années et des années s'écoulèrent sans qu'on vît arriver un seul prétendant. On avait entendu parler du mauvais accueil fait au premier qui avait osé se présenter, et personne ne venait. Cependant, Zora ne rajeunissait pas. Elle avait compté sur le pouvoir souverain de ses charmes et de sa richesse. Elle commençait à réfléchir sur la marche naturelle des choses et à craindre de mourir vieille fille. Tout à coup, le doge mourut, la dogaresse aussi. Ce fut un grand changement dans la vie de Zora. Elle entra en possession des pays, des mers, des villes, des îles, des vaisseaux et des ports qui appartenaient à son père. Elle héritait de richesses immenses et par-dessus le marché, des 2 couronnes de Chypre et de Rhodes. Les prétendants recommencèrent à se montrer. Le premier qui apparut fut un grand seigneur de Hongrie. Il écrivit à Zora une lettre fort courtoise pour demander sa main. Zora courut consulter ces 2 oiseaux. L'un lui chanta son refrain habituel, qu'elle était plus belle que la lune et le soleil. Zora, charmée, doubla sa ration de millet. L'autre, devenu vieux, murmura quelques mots sans suite, ce qui lui valut de la part de la reine de Chypre un bon coup d'éventail sur le bec. Le lendemain, Zora se leva de grand matin et appela sa servante. « Peigne-moi, lui dit-elle, et fais-moi les tresses les plus élégantes que tu pourras. J'attends aujourd'hui un prétendant. Je lui plais, paraît-il, et il vient tenter fortune auprès de moi. Coiffe-moi le mieux que tu pourras, et je te récompenserai royalement. Ce n'est pas, tu le sais, que je sois coquette, mais la convenance exige. » « Qu'est-ce donc ?» s'écria Zora, en remarquant que la servante s'était brusquement arrêtée. « Rien, madame, rien. »« Comment rien ? On ne s'étonne pas de rien. Je veux savoir ce que c'est. »« Mais rien, madame, rien. Un cheveu gris. » À ces mots, Zora bondit comme une possédée. « Tu mens !» dit-elle, « parce que tu es rousse, tu envies mes beaux cheveux noirs et voudrais ternir leur réputation. Mais misérable, tu n'y réussiras pas. » Elle saisit la servante par la chevelure et la jeta par la fenêtre. « Voilà pour mon cheveu gris !» s'écria-t-elle avec un rire infernal. La servante tomba dans un puits profond au pied du château. Zora couvrit à la hâte, avec une parure de diamant, l'endroit où le cheveu blanc lui était signalé. Elle mit par-dessus la couronne de Chypre et reçut le grand seigneur hongrois. Il était haut comme un colosse, un peu mûr. Il boitait d'un pied, louchait des 2 yeux, avait le nez crochu comme un quartier de lune, la barbe pointue comme une pioche et une paire de dents pareilles aux défenses d'un sanglier. « Belle reine, dit-il, ou dogaresse, ou si tu aimes mieux princesse. Ainsi que tu peux le voir et le constater, je ne suis pas absolument sans défaut, mais j'espère que tu voudras bien m'excuser. Il n'y a point d'homme parfait en ce monde, je n'accepte ni toi ni moi. Je dois t'avouer aussi que j'ai un certain faible pour le vin de Tokay et que... »« Impudent ! Misérable !» s'écria Zora. « Comment oses-tu seulement te présenter devant moi, fille de doge, reine de Chypre, l'orgueil et la gloire de mon sexe ? Où as-tu jamais vu que l'aigle ait reçu le hibou dans son nid ? Arrière, arrière, ou je fais lâcher mes chiens sur toi. » Le Hongrois ne se laissa pas déconcerter. Il frisa majestueusement sa moustache et répliqua. « Mon Dieu, sans doute l'aigle ne prend pas un hibou dans son nid, mais le hibou n'admet pas le dindon dans le sien.
D'ailleurs, en entrant dans ton château, j'ai vu quelque chose dégringoler par la fenêtre et tomber dans le puits. Je suis de mœurs un peu brutale, mais j'ai bon cœur au fond. J'ai envoyé mes serviteurs voir ce qui arrivait. Ils ont retiré du puits une fille un peu rousse, mais jeune et assez jolie. Elle était encore en vie. Je suis venu ici pour chercher femme, et ma foi, je verrai si la rousse lâchera des chiens après moi. Il fit une révérence boiteuse à la reine de Chypre et se retira. La servante, pleine de reconnaissance pour son sauveur, se dit « Mieux vaut avoir un mari boiteux et louche que de rester fille. S'il aime le toquet, eh bien, je tâcherai de l'aimer aussi. » Elle accepta, et ils s'en allèrent tous deux en Hongrie. La gelée, le soleil et le vent. Conte de la Russie blanche. Un jour, un voyageur rencontra sur son chemin le soleil, la gelée et le vent. « Bonjour !» leur cria-t-il. « À qui de nous a-t-il dit bonjour ?» se demandèrent les trois compagnons. « À moi !» dit le soleil, car il a peur que je ne le brûle. « À moi !» dit la gelée, car il n'a pas si peur de toi que de moi. « Vous mentez tous les deux, » réplique le vent. « Ce n'est pas vous, c'est moi que l'homme a salué. » Et les voilà partis à se disputer, à se quereller. Ils allaient en venir au coup. « Au surplus, » s'écria le vent, « à quoi bon nous disputer ? Allons lui demander nous-mêmes à qui il a dit bonjour. » Ils courent après lui, le rattrapent et l'interrogent. « C'est au vent, » répond l'homme, « que j'ai dit bonjour. »« Ah ah, n'avais-je pas raison ?» s'écrie le vent. « C'est comme cela, » reprend le soleil en fureur, « prends garde à toi, je vais te griller, tu te souviendras de moi. »« Ne crains rien, » crie le vent, « il ne te grillera pas, je vais souffler et te rafraîchir. »« Alors c'est moi, drôle, qui me charge de te geler, » s'écrie la gelée. « Ne t'inquiète pas, mon brave, » dit le vent, « si la gelée s'en prend à toi, je ne soufflerai pas, et elle ne te fera rien. Sans le vent, le froid ne peut pas mordre, ni le soleil brûler avec lui. » Le berger et le dragon. Conte slovaque. Il y avait une fois un berger qui, tout en gardant son troupeau, jouait de la flûte. Ou bien, couché par terre, il regardait les nuages, les montagnes, les moutons ou la prairie. Un jour, c'était en automne, au temps où les serpents vont dormir dans la terre, le bon berger était étendu par terre, la tête appuyée sur la main. Il rêvait. Tout à coup, ô merveille! Voici que de toutes parts des masses de serpents se dirigent vers un rocher qui se dressait en face du berger. Chaque serpent, en arrivant auprès du rocher, prenait sur sa langue une certaine herbe et l'appliquait sur le rocher. Le rocher s'ouvrait, et les serpents disparaissaient, l'un après l'autre, dans ses flancs. Le berger se leva, il recommanda à son chien Dounaï de ramener le troupeau à la maison et marcha vers le rocher. « Il faut, pensait-il, que je voie ce qu'est cette herbe, et où vont ces serpents. » Il arracha un brin de l'herbe et en toucha le rocher qui s'ouvrit. Il entra et se trouva dans une grotte dont les parois étincelaient d'or et d'argent. Au milieu de la grotte, il y avait un trône d'or. Sur ce trône était assis, roulé en rond, un gros serpent. Il dormait. Autour de la table étaient groupés des milliers de serpents. Ils dormaient aussi. Pas un ne bougea quand le berger entra dans la grotte. Cet endroit plut d'abord au berger. Il en fit plusieurs fois le tour, puis il commença à s'ennuyer, se rappela ses moutons et voulut s'en aller. « J'ai vu, » se disait-il, « ce que je voulais voir. Allons-nous-en. » Il était aise de dire « allons-nous-en ». Mais comment ? Le rocher s'était refermé sur le berger après qu'il était entré. Il ne savait que faire, que dire pour l'ouvrir. Il lui fallait rester dans la grotte. « Soit, » se dit-il, « dormons. » Et il s'enveloppa dans son manteau, se coucha et s'endormit. Il sommeillait depuis peu de temps, à ce qu'il lui semblait du moins, quand un certain bruit le réveilla. Il regarde autour de lui, il voit sur lui, autour de lui, les parois étincelantes, le trône doré, sur le trône le vieux serpent, autour du trône, les serpents qui lèchent le trône. Tout à coup, les serpents demandent « Est-il temps ?
Le vieux serpent les laisse parler, puis soulève lentement la tête et dit « Il est temps ». À ces mots, il s'allonge de la tête à la queue comme une perche, descend du trône à terre et se dirige vers la porte de la grotte. Les autres le suivent. Le berger se détend de même tout à son aise, bâille, se lève et suit les serpents. Là où ils vont, j'irai bien aussi, pensait-il. Il était aisé de dire « j'irai aussi ». Mais comment ? Le vieux serpent touche le rocher qui s'ouvre et sort avec ses compagnons. Quand le dernier fut dehors, le berger voulut sortir comme eux, mais le rocher se referma sur son nez, et le vieux serpent lui cria d'une voix sifflante. « Mon ami, il faut rester ici. » « Et qui ferai-je ? Votre ménage est mal monté, je ne puis pas toujours dormir, laissez-moi sortir. J'ai mon troupeau au pâturage et à la maison une femme acariâtre. Elle m'arrangerait de belle façon si je ne revenais pas à l'heure. » « Tu ne sortirais pas avant d'avoir 3 fois juré de ne révéler à personne où tu as été, ni comment tu as pénétré ici. » Que faire ? Le berger jura par 3 fois, afin de pouvoir sortir. « Si tu ne tiens pas ton serment, malheur à toi !» siffla le serpent au moment de le laisser aller. Voilà notre berger sorti. Mais quel changement ! C'était l'automne, et maintenant, c'est le printemps. Les jambes lui tremblent de terreur. Nigaud, Nigaud que je suis, j'ai dormi tout l'hiver, que dira ma femme ? Ainsi raisonnait notre berger tout en regagnant sa chaumière. Il aperçoit de loin sa femme, elle paraissait occupée. Ne se sentant pas encore préparé à ses reproches, il se cache dans le parc aux moutons. Pendant qu'il était là, un beau monsieur s'approche de sa femme et lui demande où est son mari. La femme se met à pleurer et raconte comment l'automne dernier, son mari a mené les moutons dans la montagne et n'est plus revenu. Les loups l'ont peut-être dévoré. Les sorcières l'ont peut-être déchiré en morceaux. Ne pleure pas, s'écrie maître berger. Je suis vivant. Les loups ne m'ont pas mangé, ni les sorcières déchirées en morceaux. J'ai passé l'hiver à dormir dans le parc aux moutons. Mais il avait compté sans son hôte. Dès qu'elle a reconnu la voix de son mari, la bergère cesse de pleurer et se met à crier. « Que 1000 tonnerres t'écrasent, imbécile ! Le beau berger sur ma foi ! Abandonner ses moutons à la grâce de Dieu, se coucher dans le parc et dormir comme les serpents l'hiver !» Le berger s'avouait à lui-même que sa femme avait raison. Mais comme il ne pouvait dire ce qui lui était arrivé, il se tut et ne souffla mot. Mais le beau monsieur dit à sa femme qu'il n'avait pas dormi dans le parc, qu'il avait dû aller ailleurs et que, s'il voulait dire où il avait été, il lui donnerait beaucoup d'argent. La bergère se mit en grande colère contre son mari et voulut savoir à tout prix où il avait été. Le beau monsieur la renvoya à la maison et lui promit de l'argent pour la faire taire. Il se chargea d'arracher lui-même la vérité au berger. Quand la bergère fut partie, le beau monsieur reprit sa forme naturelle et apparut ce qu'il était réellement, un magicien des montagnes. Le berger le reconnut parce que les magiciens ont 3 yeux. Ce magicien était un homme très habile. Il savait prendre toutes les formes qu'il voulait. Malheur à qui eût osé lui résister. Le berger eut grand peur du magicien, mais il avait encore plus peur de sa femme. Le magicien lui demanda où il avait été, ce qu'il avait vu. Le berger fut épouvanté de ces questions. Que dire ? Il avait peur du vieux serpent et du parjure. Il avait 3 fois plus peur du magicien. Cependant, quand par 3 fois le magicien eut renouvelé sa question, quand il le vit se dresser et grandir devant lui, il oublia son serment. Il raconta où il avait été et comment il avait pénétré dans le rocher. « Bien, dit le magicien, viens avec moi, montre-moi l'herbe et le rocher. » Le berger le suivit. Quand on fut arrivé au rocher, le berger arracha un brin de l'herbe et en toucha le rocher qui s'ouvrit. Mais le magicien ne voulut pas que le berger entrât. Lui-même n'entra point. Il tira un livre de sa poche et se mit à lire. Le berger était blanc de frayeur. Tout à coup, la terre trembla. On entendit dans le rocher des sifflements et un affreux dragon sortit de la grotte. C'était le vieux serpent.
qui venait de se transformer ainsi. Sa gueule vomissait des flammes, sa tête était effroyable. Il agitait sa queue à droite et à gauche, elle brisait les arbres qu'elle touchait. « Jette-lui ce licol au cou !» cria le magicien au berger. Et il lui donna une espèce de corde sans toutefois quitter son livre des yeux. Le berger prit la corde, mais il n'osait approcher du dragon. Cependant, quand le magicien lui eut par 2 et 3 fois répété l'ordre, il se résolut à obéir. Pauvre berger! Le dragon l'enveloppe dans ses replis, et avant d'avoir eu le temps de réfléchir, le voilà assis sur le dos du monstre et volant avec lui dans les airs. À ce moment, il se fit une obscurité profonde, mais le feu des yeux du dragon éclairait le voyage aérien. La terre tremblait, les pierres roulaient dans les airs. Le dragon furieux agitait sa queue de droite à gauche. Les arbres qu'il touchait, il les brisait comme des baguettes. Il vomissait de l'eau sur la terre comme un torrent. C'était l'abomination de la désolation. Le berger était à moitié mort. Peu à peu, cependant, la colère du monstre se calma. Il cessa d'agiter sa queue, de verser de l'eau sur la terre, de faire jaillir de ses yeux des flammes. Le berger revint à lui. Il espérait que le dragon allait descendre, mais ses aventures n'étaient pas finies. Le dragon voulait encore le punir. Il s'élevait de plus en plus haut, toujours plus haut. Les montagnes apparaissaient au berger comme des fourmilières, et le dragon montait toujours. Le berger ne voyait plus que le soleil, les étoiles et les nuages, et le dragon restait suspendu dans les airs. Mon Dieu! Comment? Que devenir? Je suis suspendu en l'air. Si je saute, je me tue. Je ne puis pas m'envoler dans le ciel. Ainsi gémissait le pauvre berger, et il se mit à pleurer amèrement. Le dragon ne lui répondit pas. « Dragon, Seigneur dragon, ayez pitié de moi, murmurait le berger. Descendons. Jusqu'à mon dernier jour, je promets de ne pas vous fâcher. Un rocher se fut attendri à ses supplications. Le dragon, lui, ne disait ni oui ni non. Il ne bougeait point de place. Tout à coup, le berger entendit la voix d'une alouette. Ce lui fut une grande joie. L'alouette s'approcha de lui. Quand elle fut tout près, il lui cria. « Alouette, oiseau cher à Dieu, je t'en prie, va-t'en auprès du Père Céleste, raconte-lui ma peine, dis-lui que je lui souhaite le bonjour et que je le prie de me secourir. » L'alouette s'envola et fit la commission. Le Père éternel eut pitié du berger. Il écrivit quelque chose en lettres d'or sur une feuille de bouleau, mit la feuille dans le bec de l'alouette et lui ordonna de la laisser tomber sur la tête du dragon. L'alouette s'envola, laissa tomber la lettre écrite en lettres d'or sur la tête du dragon. À l'instant même, le dragon et le berger tombèrent à terre. Quand le berger revint à lui, il vit qu'il se trouvait auprès de sa cabane. Il vit son chien Dounaï qui lui ramenait ses moutons. Pour dire toute la vérité, il vit qu'il avait dormi et fait un rêve. Le conte est fini. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur ce recueil de contes populaires slaves de Louis Léger. Je suis un peu plus motivée en fait par les derniers contes que j'ai lus, même s'il y en avait un qui était assez court, parce que je trouve qu'il y a un peu moins de répétitions par rapport à des trucs que j'ai déjà entendus. Donc je trouve que là, en fait, j'ai plus apprécié les histoires. Je reviens un petit peu en arrière parce qu'on en a lu 4. On a lu La mauvaise femme. Alors j'ai l'impression que la mauvaise femme, la femme acariâtre, c'est un truc assez régulier dans les contes, de manière générale. Je crois en avoir entendu dans des contes africains aussi. Et ma foi, c'était pas mal parce que on a en gros une femme qui va faire exactement l'inverse de ce que lui dit son mari. Donc quelque part, ça inverse un petit peu le côté, le modèle, j'aime pas ce mot-là, mais le modèle patriarcal où c'est l'homme de la famille qui dirige tout et qui dirige sa femme notamment. Et là, en fait, il tombe vraiment sur une vraie connasse, entre guillemets, qui fait tout l'inverse de ce que lui dit. La preuve, il se sert en fait de
du fait qu'elle ne lui obéisse pas, quoi, qu'elle lui désobéisse systématiquement pour s'en débarrasser dans le puits. Je l'ai trouvé assez drôle, un petit peu conte de mœurs quelque part. Et quelque part aussi, je trouvais ça intéressant le fait qu'il y a la figure du diable, le diablotin là, qui était vachement court en fait comme conte. Mais le diablotin qui s'allie avec l'homme, mais comme aussi c'est un diablotin, donc au bout d'un moment il court que pour lui au final. Et le fait de juste le menacer que la méchante femme qui a dû les tyranniser au fond de leur trou là risque de revenir, paf, c'est ce qui fait c'est ce qui fait fuir le diablotin. Je trouve ça assez drôle. Et là, je pense qu'on est vraiment sur une figure de diablotin, un petit diable comme on peut voir sur des peintures assez naïves, peut-être médiévales. On n'est pas sur le grand, enfin sur un grand seigneur de l'enfer. On est sur une petite créature agaçante. Quoique une créature agaçante qui rend malade les gens quand même. Hein. Mais j'ai trouvé ça assez drôle. Puis en plus, il y a le côté le paysan qui a de l'astuce là, alors qu'ils l'ont pas forcément ailleurs. Mais ouais, il était sympa. Celui-là, il était sympa. On a lu ensuite La fille du Doge. Je l'ai trouvé assez intéressant parce que lui, on était sur un truc où il y a une morale au final. Bon, on est sur un modèle assez aussi traditionnel de princesse qui doit se marier, sans doute pour faire des bébés, etc. Et en plus, cette princesse, on lui a offert la... Il y a une marraine l'a fée, en fait, la Villa, une fée, Villa, V-I-L-A, une fée des montagnes, qui lui a donné la beauté. Et en fait, avec la beauté est venue aussi quelque part de la hauteur. Je crois que c'est ça, hein, hauteur. Et ce qui fait que moi, je sais pas si vous vous souvenez du conte, le premier prétendant, c'est un fils d'empereur ou un empereur. Après, on descend. Après, c'est sur un roi qui est un peu moins beau. Après, c'est le fils d'un prince qui est encore un peu moins beau. Après, c'est le fils d'un seigneur qui est encore moins beau. Jusqu'à finir par le cosaque et par la mort. Et quelque part, il y avait des très belles citations. La mort qui... Attendez, comment elle l'avait dit? Bon, déjà, elle est super cruelle parce qu'elle ne supporte pas qu'on lui dise qu'elle vieillit. Et le truc que je trouvais assez touchant, c'était le fait que ces fils d'empereurs, de rois, de princes, etc., épousaient une servante parce qu'ils étaient venus pour épouser quelqu'un. Et comme la princesse, enfin non, c'est une fille de doge, à peu près une princesse, non? Comme elle en veut pas, bah ils partent pas, ils ne partent pas les mains vides entre guillemets. Celle que j'ai choisie, je n'y renonce jamais. Je trouve ça trop beau. Bon, évidemment, c'est hyper. C'est le fata. On dit fatoum. Enfin, le destin. C'est ton destin. C'est le destin de la fille du doge de mourir parce que ça y est, c'est l'heure. Mais. Et du coup, cette phrase-là, donc celle que j'ai choisie, je n'y renonce jamais, elle est forcément fatale. Ce jeu de mots. Mais ça lui rappelle en fait la réalité aussi, hein. Parce que sa fée est venue à chaque fois avec la couronne. La fée à chaque fois arrivait avec une couronne de rose, une couronne nuptiale. Et du coup à chaque fois elle doit jeter sa couronne de fleurs. D'ailleurs ça fait bizarre couronne de fleurs parce que oui dans les pays slaves il me semble bien que les femmes apportent une couronne de fleurs pour les mariages. Pas forcément chez nous j'ai l'impression. Peut-être, hein, je sais pas trop. Mais moi ça me fait penser quand même aussi aux couronnes mortuaires. Hein. Surtout les couronnes nuptiales fanées. Hein. Allez-y, quand on va visiter les tombes une semaine après l'enterrement, là. Et bref, c'est un conte que j'ai quand même bien aimé et que je trouvais très... Enfin, il y avait un côté très littéraire aussi. Il y avait un côté moral. Pour le moment, j'ai l'impression qu'on est quand même plutôt épargné de morale chrétienne. Hein, même. Bon, là, c'est des chrétiens orthodoxes. Mais
bon, je dis, on est plutôt épargné parce que en général, il y a une espèce de naïveté derrière cette morale, une espèce de rigueur en fait enfin, je me reconnais pas dedans. Mais là, on est dans une espèce de morale de comportement en fait. C'est que si tu as une qualité, il y a une qualité qui t'a été donnée ou que tu as cultivée, enfin, tu as une qualité, elle ne te met pas au-dessus des autres. Et je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça intéressant en fait. Là, on est sur sur une morale de comment bien se comporter en gros. Et alors évidemment, c'est un conte, donc il y a un côté très répétitif comme dans le conte précédent. J'aime bien, hein, ils sont cool. On avait la gelée, le soleil et le vent. Là, j'ai l'impression qu'on était peut-être plus sur une espèce d'apprentissage. Donc, c'est le conte de la Russie blanche. Je sais plus, bon, c'est la Russie. Euh, Où le voyageur, en fait, il dit qu'il a salué le vent, et donc pas le soleil, pas la gelée, parce que le vent peut souffler sur l'homme pour le refroidir si le soleil brûle trop, ou le vent peut cesser de souffler et la gelée n'aura pas de prise, ne peut pas se poser. Parce que je l'ai compris comme ça. Donc j'ai l'impression qu'on est plus sur un apprentissage, peut-être pour les enfants, de comment ça fonctionne en fait. Que bah, si tu restes au soleil, tu peux rester au soleil s'il y a du vent. Euh, Tu peux rester dehors s'il n'y a pas de vent. Il n'y aura pas de gelée, tu n'auras pas froid. Mais en gros, méfie-toi si tu es au soleil et qu'il n'y a pas de vent. Et méfie-toi si tu es dehors et qu'il fait froid et qu'il y a du vent parce que tu peux avoir la gelée. Je le comprends comme ça. Après, il est très court. Et il y avait une note de l'auteur, du traducteur. On peut comparer à ce conte la fable de La Fontaine qui a pour titre Borée et Phébus, livre 6, 3. Je sais pas. Si je trouve la fable de La Fontaine, je la mettrai en lien dans la barre d'information. De toute façon, c'est un truc qui est très court, hein. Les fables, en général, elles font quelques pages. Et donc le dernier, c'était un conte slovaque. Il y a une petite note par rapport au côté slovaque. On appelle slovaques les Slaves du nord de la Hongrie, dont la langue se rapproche de la langue bohème ou tchèque. Donc je rappelle que Louis Léger est un spécialiste des langues slaves, je crois même qu'il était universitaire. Donc le berger et le dragon, là on a un petit peu le gars qui est pas forcément très fut-fut, pas très malin, un peu contemplatif, pas très, pas très à agir, pas très à réfléchir non plus, qui se retrouve enfermé. Bon, je me suis un peu perdue un moment quand il y avait l'histoire du magicien et du dragon. Bon, ce que j'ai compris, c'est que le dragon, c'est le roi serpent. Et au final, bon, je suis pas fan, moi, des trucs qui disent « Et en fait, tout ça était un rêve ». C'est un peu pas terrible. Mais après, le côté boucle, en fait, le côté il s'est passé plein de choses. Le héros est transformé, mais le héros, au final, n'a pas bougé. Je trouve que c'est assez intéressant. C'est un truc qu'on trouvait notamment dans. Je vous conseille très fort la lecture de la trilogie Grisha, donc Shadow and Bone de Lee Bardugo, où on a, bon, micro spoiler, on a une histoire de boucle comme ça avec une jeune fille qui n'a jamais prétendu à autre chose que d'être elle-même, faire son petit boulot de cartographe et compagnie, et rester avec son meilleur copain Mal Orietsev, je sais plus exactement le nom. Et en fait, il lui arrive plein de choses parce on est dans un monde fantasy. Donc c'est un monde qui n'existe pas, qui est un peu inspiré de la Russie peut-être impériale. Et on a les Grishas qui sont des espèces de magiciens qui vont contrôler un élément, le vent, le feu, l'alchimie, enfin la chimie, les éléments chimiques ou le soigner ou tuer, des choses comme ça. Et donc chaque magicien, donc chaque Grisha contrôle un élément, normalement. Ça bouge un peu après. Et en fait, parmi les Grishas, il y a aussi ceux qui vont invoquer les ombres, ceux qui vont invoquer la lumière. Donc les invocateurs d'ombre sont très rares, les invocateurs de lumière le sont encore plus. Et
la jeune fille, donc Alina, va découvrir qu'elle est invocatrice de lumière. Donc, quelque part, c'est une énorme surprise, et quelque part, pas tant que ça. Parce qu'elle savait en fait qu'il y avait quelque chose. Et bref, il va lui arriver plein de trucs où elle va être quasiment divinisée. Elle va devoir combattre l'invocateur d'ombre qui est méchant, et qui est méchant pour de bonnes raisons. Et c'est vraiment une super histoire. Les gens préfèrent généralement Six of Crows, qui est la série, la duologie suivante, ou King of Scars, qui est la duologie qui va devenir trilogie suivante. Mais moi, j'ai quand même une certaine, j'ai une grande affection pour la trilogie Grisha. Et je pense qu'il faut la lire pour mieux appréhender le monde, parce il y a un sacré world building. Mais bref, tout à fait lisible par des adolescents. Bon, il peut y avoir des scènes. On est quand même avec des gens qui souffrent parce qu'il y a une guerre. On est sur des gens qui sont persécutés parce que ils sont magiciens, qu'ils sont Grisha. Mais c'est carrément lisible, je pense, même pour des collégiens. Bon, quatrième, 14 ans, je pense, par là. 13 ans. Je sais plus. Quel âge vous avez en quatrième? 13 ans, il me semble. Mais bref, donc, ben, j'en ai pas retenu grand-chose là du berger et du dragon. Le berger se retrouve bien sur le balcon. Sur le balcon. Sur le dragon. Je l'ai pas aimé, moi, ce conte. En fait, c'est le côté. Bon, bah, en fait, il a roupillé, il s'est rien passé. C'est nul. Parce que ça fait retomber tout. Ça fait retomber toute la tension, en fait. Tout l'intérêt du conte. Donc, ouais, je trouve pas ça. En plus, on a un dragon, on a un magicien, on a. Enfin, ouais, je suis pas fan. Bref, on se retrouve samedi prochain pour la lecture de plusieurs contes. Là, il va y en avoir un, deux, trois, 4, 5 normalement. Il y en a qui sont courts, hein. Le prince inespéré, Blanche-Neige, Baba Yaga, le langage des animaux et l'origine de l'homme. Donc il y en a qui vont être très courts, mais ça fera à peu près une vingtaine de pages aussi comme aujourd'hui. On se retrouve demain pour la lecture du deuxième chapitre de Sido de Colette qui va concerner son papa. Très très belle lecture, hein, je vous conseille d'aller jeter un œil. Mercredi prochain, je pense que ça sera une vidéo sur... J'ai parcouru tout l'univers de Jane Austen parce que, en fait, je me suis fait un marathon de films d'adaptation de Jane Austen pour les bouquins que j'avais pas lus. Et bah, j'ai découvert des sacrées pépites parce que je pense que mon préféré, ce sera Mansfield Park. Donc c'est le prochain que je lirai sur la chaîne d'ici quelques temps. Je pense que là, on va faire Sido de Colette, on va faire aussi L'Évry de la Vigne. Je vais peut-être lire un petit Sherlock, et après, je pense qu'on va aller sur Jane Austen. Et voilà. Donc sinon, j'ai lu pas mal de trucs ces temps-ci, parce que comme fallait que je fasse redescendre la pression, parce que moi, quand je monte en pression, je fais pas semblant. Donc, bah, j'ai pas mal de stock, entre guillemets, pour certaines choses. Et sinon, je comptais faire un bookshelf tour. C'est le tour de ma bibliothèque. Mais à la fois pour faire un tri, pour vous dire qu'est-ce qui s'en va. Donc, ça va être des livres que j'ai lus, que j'ai pas l'intention de relire. Donc, c'est des livres que je pourrais vous présenter. Pas juste vous dire... pas comme dans un book haul, en fait. Ça va être des livres que j'ai lus, ou alors je connais des choses dessus. Et comme j'ai une grosse bibliothèque, parce que je suis un petit écureuil, ça va être des vidéos qui seront assez conséquentes, donc je pense que je vais faire plein de parties différentes. Je m'arrête là. Ah oui, et puis en plus, je vais vous avouer, j'ai repris l'écriture. Donc, il va y avoir des vidéos écriture je pense, peut-être à partir du mois prochain. On verra. Faut que j'avance un petit peu parce que j'ai pas envie juste de vous dire oui, j'écris, c'est cool. J'ai envie de mettre un peu de contenu à la fois sur ce que j'écris, évidemment, mais peut-être aussi du contenu qui puisse vous servir à vous qui écrivez, notamment un truc sur comment sortir de la peine de lecture, comment partir d'une idée à commencer à écrire un plan, par exemple. Enfin, des choses de genre
qui vont pas être archi techniques non plus, mais sur un partage d'expérience. Donc voilà. Je vous souhaite un très bon samedi. À demain pour Colette, pour ceux qui veulent, et puis à mercredi pour Jane Austen. Salut! Lisez tout plein et rêvez tout grand.